Jacques Attali, bonjour. Bienvenue sur Better Web. Même si vous êtes un personnage incontournable du paysage humano-futuro-politico-médiatique français, pouvez-vous tenter en quelques mots de vous présenter? Écrivain. Écrivain. Est-ce qu'on peut dire futurologue, prospectiviste? Oui, ben, je suis ça aussi, mais j'écris des livres, des romans de science-fiction, des essais, des biographies. Je suis beaucoup de choses. Quand on a énormément cogité, réfléchi, pensé, écrit, publié comme vous, qu'est-ce qui reste encore à raconter, notamment sur les médias d'aujourd'hui? Oui, il reste beaucoup de choses. D'abord, les médias, c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière, mais je suis déjà passé à autre chose, puisque je suis en train d'écrire... j'écris beaucoup d'histoires longues d'eux, donc l'histoire longue des médias est une d'entre elles. Et là, je suis en train de terminer une histoire longue de l'éducation. Vous voyez, je suis passé à autre chose, tout en n'étant pas loin, puisque l'éducation et les médias, c'est évidemment très proche. Mais j'ai voulu travailler sur les médias parce que c'est un sujet apparemment marginal, mais absolument central dans nos sociétés, et qui rejoint tous les enjeux de la politique, de la philosophie, de la distraction, de la culture, de la politique, bien sûr, de la démocratie et des enjeux technologiques majeurs de l'avenir. Nous, on a quelque part découvert avec gourmandise en 415 pages, alors évidemment, l'histoire de nos métiers, puisque nous, on adresse une toute petite partie du web. À travers ces 415 pages, vous nous avez aussi raconté l'histoire des hommes. Est-ce que les hommes ont toujours communiqué? Par définition, il n'y a pas d'homme sans altérité, il n'y a pas d'homme solitaire. Les hommes ne sont rien s'ils ne sont pas en communication avec l'autre, puisque c'est par définition, par relation avec l'autre que l'humanité se perpétue, ne serait-ce que par la relation amoureuse ou sexuelle. C'est par la parole que l'humanité crée la culture. Le propre de l'homme, c'est la parole, même s'il y a des formes de communication animale qui sont absolument fascinantes. Donc, la communication a aidé à créer les conditions de la vie sociale, qui elle-même a créé les conditions de l'élaboration de systèmes de pensée, de théories, de vision du monde, de réflexion rationnelle, de mise en place de projets, de mise en place d'innovations, de transmission de ces innovations à d'autres, sans la parole, puis sans l'écrit, puisque la parole apparaît bien avant l'écrit, rien ne se fait. Et les moyens de communication étaient toujours des accélérateurs. Il n'y en a pas eu beaucoup, parce qu'il y a la parole qui apparaît progressivement, parce qu'il y a une sorte de parole animale aussi déjà. La parole humaine apparaît, c'est difficile à dire, mais sans doute autour d'1 million d'années, peut-être entre 1 million et 500 000 ans. L'écriture apparaît il y a, on pense aujourd'hui 8 000 ans, 9 000 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, il n'y a rien de nouveau jusqu'à 1450, c'est-à-dire très récemment, l'imprimerie. Même s'il y a eu certainement de l'imprimerie chez les Chinois quelques siècles avant. Et puis rien encore jusqu'à une explosion de choses nouvelles au XIXe siècle avec la photographie, le gramophone, le téléphone, la radio, dans cet ordre-là, qui vont de 1840, 1830, 1820 même, à 1920, un siècle incroyable qui est de mutation. Puis après la télévision, puis après Internet, qui croit être très nouveau, alors que c'est pas nouveau. Internet, ça a commencé en 1950. Donc 70 ans, tout le monde croit que c'est nouveau, c'est pas nouveau du tout. Internet, c'est très ancien. Et puis, racontant ça, ça montre bien qu'Internet n'est qu'une brève parenthèse dans une histoire qui s'accélère. Donc il y aura d'autres choses après Internet qui ont déjà commencé. D'abord par l'automatisation d'Internet, puis au-delà de l'automatisation d'Internet, l'incroyable dialectique qui est très ancienne entre la distraction et l'information et la formation. C'est un de triangle, former, informer, distraire, c'est un triangle à la fois fascinant et diabolique, fait que il y aura d'autres choses qui vont apparaître, qui apparaissent déjà dans la distraction, parce que la distraction, c'est qu'on aime ou pas, c'est ce que les hommes préfèrent. Ils ont envie de se distraire parce qu'ils ont peur de la mort, donc ils se distraient. Et puis, accessoirement, ils s'informent, c'est une autre forme de distraction. Et puis, encore plus accessoirement, quand ils sont prêts à faire un effort, ils se forment. Et en gros, on commence par se distraire, puis s'informer, puis se former. Et se former, c'est quand même la chose la plus pénible, quoi. La plus nécessaire, mais la plus pénible. Donc, l'information est au milieu, coincée entre la distraction et l'information. Et aujourd'hui, on voit que dans la distraction, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, qui vont très bientôt, ou déjà,
irriguer l'information, qui sont à la fois des simples méthodes, on le voit bien avec les talk shows qui sont est-ce que c'est des lieux d'information, de distraction, hein, c'est tout mélangé. Et puis avec les techniques de la distraction, qui sont évidemment autour du cinéma, mais les nouvelles techniques de la distraction qui sont celles des jeux vidéo, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, demain les hologrammes vont basculer dans l'information et plus tard dans l'information. Vous avez parlé vous écrivez et vous nous avez quelque part éclairé sur le devenir du monde à travers le prisme des GAFA, des BATX. Et pour vous, il ne faut pas y aller par quatre chemins, il faut faire autrement, il faut les démanteler. Non, il faut remettre ça dans un contexte plus vaste. Dans un de mes livres précédents qui s'appelle Brève histoire de l'avenir, j'avais montré que l'humanité évolue dans l'avenir autour de 5 phases qui se mêlent comme un peu des vagues qui arrivent mais qui sont toutes là, avec certaines plus proches de la rive que d'autres. Première vague, déclin de l'Empire américain. Deuxième vague, tentative de prise de pouvoir par une autre superpuissance, la Chine, l'Europe, etc. Troisième vague, quand personne n'arrivera à prendre le pouvoir et que les États-Unis auront décliné, prise de pouvoir par les entreprises, le marché. J'ai vécu ça il y a 15 ans. Quatrième vague, quand les entreprises n'y réussiront pas, qu'on sera dans un chaos absolument gigantesque avec des grands problèmes écologiques, des inégalités, des migrations de population épouvantables, la guerre, la violence généralisée. Cinquième phase, après la quatrième, ou à la place de la quatrième, si on est assez raisonnable pour éviter, une démocratie globale, faite de démocratie nationale, régulée par un ordre international démocratique et transparent. Donc il appartient aujourd'hui aux États-Unis de faire ce qu'il faut pour nettoyer cette superpuissance des GAFA, en les coupant en morceaux, en exigeant la transparence de leurs algorithmes, qu'on puisse savoir ce qu'il y a dedans, et en exigeant la mise en place de techniques de détection du vrai, soit d'applications spécifiques qui seraient des applications dont la mission, moi je rêve, je le dis dans le livre, que quelqu'un développe une ou des applications qui permettraient en permanence de savoir si quelque chose est vrai. Il existe Shazam, on pourrait imaginer in abstracto une application qui, je lui donne l'information, la France a été battue 4-0 par la Bulgarie hier soir, en une seconde, une millième de seconde, il me dit non, c'est 3-0 pour la France. Voilà. Avec des choses évidemment plus sophistiquées que cette réponse simple qu'on peut trouver si on cherche un peu tout seul. Donc la détection de fausses nouvelles va être d'autant plus importante que justement la fusion de plus en plus grande entre l'information et la distraction va faire que on va aller vers le fait que les informations vont être données par des robots, des hologrammes. On m'a invité la semaine prochaine à donner une conférence à Séoul par hologramme, à Paris, et je vais donner une conférence à Paris, depuis Paris, en hologramme pour le gouvernement coréen du Sud. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est déjà là. Mais est-ce que les Coréens seront sûrs que c'est moi, ou quelqu'un qu'on leur a fait passer pour moi, qui parlera comme moi, qui aura mon vocabulaire, qui aura construit un langage qui dira le contraire de moi? Ce sera très difficile à savoir. Et donc la distinction du vrai et du faux va être encore plus difficile avec les nouvelles technologies. Vous nous parlez, M. Attali, des États-Unis, de la Chine, quid de l'Europe? L'Europe a tout pour être une superpuissance, puisque l'Europe, c'est 450 millions d'habitants, c'est le plus haut niveau de vie du monde, c'est la meilleure qualité de vie, la meilleure sécurité. Mais pour l'instant, l'Europe n'est qu'une proie. L'Europe n'a pas de GAFA, l'Europe n'a pas de cloud, mis à part quelques acteurs minuscules comme vous pour le moteur de recherche ou comme OVH pour le cloud ou quelques autres. Et on n'a pas réussi pour l'instant parce qu'on n'a pas d'État central européen à créer les conditions. La vie privée, ça adresse aussi un autre sujet qui est celui du préordonnancement du monde qu'on trouve sur le web. Et ça permet aussi de parler de ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique, les fameuses bulles de filtre. Alors, ça a quand même une vraie conséquence, c'est que ça enferme les gens. Oui, c'est vrai, et ça rentre dans une logique très profonde de nos sociétés où tout conspire pour cet enfermement.
L'idéologie libérale, c'est moi d'abord. J'ai envie d'être moi, donc je m'enferme dans un univers qui m'est propre. Le narcissisme qui est là. Le populisme, c'est moi d'abord aussi. Le fondamentalisme, c'est moi d'abord. Le séparatisme islamique, c'est moi d'abord. C'est aussi une bulle fermée. L'extrémisme de droite, c'est la même chose. Donc il y a... Bon. D'une certaine façon, la protection contre la pandémie, c'est aussi quelque chose qui enferme. Un masque, on s'enferme. Donc on a un goût de l'enfermement. Et ce goût de l'enfermement va très loin jusqu'à, évidemment, s'enfermer technologiquement dans le fait de n'avoir accès qu'à des choses qui nous font plaisir. D'une certaine façon, là, la technologie est au service de la philosophie ou de l'idéologie. C'est une idéologie narcissique, dirais-je. Donc chacun est narcissique et s'enferme et se protège. Et il y a dans ce désir de protection, qui renvoie aussi, si on le pousse à l'extrême, à un désir de pureté. C'est une utopie, la pureté. La pureté, d'abord, c'est la source de toutes les violences. Mais de ce point de vue, les technologies sont toujours là pour répondre à un besoin idéologique. Et le besoin idéologique, il est là. C'est un besoin de... C'est une peur du monde, c'est une peur de l'avenir, c'est une peur de ce qui vient, et qui fait que, si on s'enferme, on est mieux, quoi. Soit on s'enferme dans le présent, soit on s'enferme dans le passé, mais pas dans l'avenir. Demandez à ceux qui sont là, ou à la cantonade, à quelle époque de l'histoire du monde aurez-vous voulu vivre? Il y a très peu de gens qui vous diront 2050. Tout le monde vous dira 1789, 1900, 1900. Personne ne parlera d'avenir. Mais beaucoup de gens vous diront j'aimerais bien être tout seul sur une île, ou avec ce que j'aime, bien sûr. Mais il y a... c'est très dangereux, cette période. Et là, la technologie y participe. Alors que ça devrait être le contraire. Parce que la technologie, c'est un moyen de lier, de relier, de faire ce qu'on appelle en anglais serendipity, c'est-à-dire avoir accès à des choses inattendues. C'est l'accès à ce à quoi on ne s'attend pas. C'est rencontrer des gens, je ne vous connaissais pas, je vous rencontre, vous ne me connaissez pas, on se rencontre. C'est ça qui a du sens. Mais ça, c'est en ce moment très mal vu. Je ne suis pas pessimiste, je pense que l'humanité est en train de se rendre compte que nous ne survivrons pas si on ne prend pas en compte l'intérêt des générations futures. Que les générations présentes ont intérêt au bien-être des générations futures. Que c'est notre intérêt à nous, vivants d'aujourd'hui, de créer les conditions pour que les technologies soient vivables pour ceux qui auront notre âge dans 50 ans. Ce qui est votre cas à tous. Vous avez énormément écrit sur l'économie positive. Alors, on va vous poser une autre question. Vous y avez partiellement répondu déjà, merci. Sur l'Internet positif, ce que nous, on a appelé le Better Web, qui est même, je dirais, le titre et l'intitulé de l'invitation que nous avons lancée et auquel vous avez répondu amicalement présent. Pour moi, c'est d'abord l'égalité d'accès, le fait que tout le monde y ait accès, la moitié de l'humanité, sinon les 2 tiers, n'y ont pas accès. C'est l'accès pour se former. Il y a des milliards de gens qui vont à l'école dans des conditions épouvantables avec 100 enfants par classe. Internet peut être un outil fantastique. Internet peut être un outil fantastique de la santé. Internet peut être un outil fantastique de l'agriculture. Donc un Better Web, pour moi, c'est le digital au service de ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire des grands secteurs porteurs de l'avenir. D'une façon égalitaire et, enfin, disons, socialement juste. Voilà. Le digital est un outil fantastique de lutte contre le réchauffement climatique, pour l'amélioration de la santé, de l'éducation, etc. C'est aussi un instrument de la vérité. Donc, c'est un outil qui doit servir, Better Web, à lutter contre les fausses nouvelles et à permettre la créativité. Donc à donner à chacun les moyens non pas seulement d'être spectateur, mais d'être créateur. Pas seulement d'aller regarder toutes les 5 secondes d'une façon frénétique si quelqu'un a liké une de vos textes sur Instagram, TikTok ou Twitter ou LinkedIn ou je sais pas quoi. Mais savoir si
apprendre des choses nouvelles, faire des rencontres nouvelles, etc., etc., créer. Comment Quant peut-il vous y aider? En continuant d'exister et en mettant l'accent sur le fait, parce que c'est ça son rôle, d'être un accès privilégié à la vérité. Pour moi, Quant est dans le segment de l'accès à la vérité. Et donc si on pouvait arriver à ce que Quant soit ressenti comme l'outil qui permet en permanence de vérifier si une information est juste ou fausse, un fact-checking. Aujourd'hui, le fact-checking est dérisoire. Mais si Quant pouvait être un outil de fact-checking automatisé, ce serait un outil fondamental de l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Attali, pour cet entretien exceptionnel. Et on vous dit à très bientôt sur Quant et sur BetterWeb.